Donc aujourd'hui sur notre émission Découvrir le monde, nous allons faire un reportage sur la Pologne, un pays riche culturellement et historiquement. Donc lors de notre voyage en Pologne, nous avons pu constater qu'on pouvait relier l'histoire de la Pologne avec la science. Comme Rabelais l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En quoi l'histoire de la Pologne peut-elle en être un exemple concret ? Après 123 ans de disparition de la carte du monde, quelques brèves années d'indépendance, puis 6 ans de barbarie nazie et 45 ans de totalitarisme communiste, la Pologne est parmi les nations qui ont le plus souffert en Europe. La position de la Pologne dans le monde joue un rôle important dans la guerre. Elle est située entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche, ce qui explique son instabilité. La Pologne est un pays de 38 5 614 habitants. Sa capitale, Varsovie, est la ville la plus peuplée de la Pologne et a été toute reconstruite après sa destruction grâce au tableau. Donc, voici Varsovie. Cracovie était avant Varsovie la capitale de la Pologne et elle est souvent considérée comme le véritable centre du pays avec ses traditions et son passé vieux de plus de 1000 ans. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs religions étaient fortement représentées en Pologne. Les minorités substantielles, juives, protestantes et chrétiennes orthodoxes ont coexisté durant plusieurs siècles avec la majorité catholique. En raison de l'Holocauste et de l'expulsion de la fuite des populations allemandes et ukrainiennes après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est devenue primordialement catholique. La Pologne est l'un des pays les plus religieux de l'Europe. La Pologne, notamment la ville de Cracovie, est très connue pour ses cathédrales, donc spécialement la basilique Sainte-Marie de Cracovie, également appelée basilique Notre-Dame de Cracovie, est une église polonaise construite au XIVe siècle dans l'ancienne capitale de la Pologne. Elle est dédiée à l'Assomption de la Vierge. L'église, avec son mélange d'architecture gothique et de style Renaissance, se dresse sur la place du marché. Autrefois fréquentée par des marchands, elle fut l'église principale de Cracovie pendant des siècles. L'histoire raconte que la construction de la basilique fut confiée à 2 frères, chacun devant construire une tour. Une rivalité se développa alors entre les 2 frères et chacun s'attela à construire la tour la plus grande et la plus majestueuse. Le plus jeune, n'ayant pas réussi à bâtir une tour aussi grande que celle de son aîné, ne put supporter la défaite et alla poignarder son rival. Rongé par les remords, il s'enfonça ensuite le couteau dans le cœur. Le couteau se trouve actuellement à Cracovie et montre aux habitants de Cracovie les conséquences de la jalousie. L'art et la musique sont très appréciés en Pologne. Le musicien le plus connu est Frédéric Chopin. Il est né au Palais Saxon en Pologne et mort à Paris, mais son corps repose à Varsovie. Il a un grand impact sur les habitants de la Pologne, spécialement à Varsovie, parce qu'on peut trouver ses manuscrits à la Bibliothèque nationale. De plus, nous pouvons écouter une partie de ses chefs-d'œuvre sur quelques bancs à Varsovie. Il faut juste appuyer sur un bouton. Enfin, devant la Bibliothèque nationale, on peut voir des Pégasus. Au début, ce n'était qu'une simple installation artistique, mais elle plut beaucoup aux habitants, donc ils décidèrent de la garder. Durant notre séjour en Pologne, nous sommes restés dans le quartier de Kazimierz. Kazimierz est l'un des 10 quartiers qui composent le premier arrondissement de Cracovie, ancienne capitale du royaume de Pologne. Le quartier donne son nom au roi Casimir III, qui fonda la ville en 1335. Le roi veut renforcer les défenses de la capitale de la Pologne du côté sud. Il attire énormément les touristes, notamment pour ses galeries d'art, monuments, restaurants et sa vie nocturne. C'est aussi l'un des principaux lieux de mémoire des Juifs.
On a vu de l'extérieur la plus ancienne synagogue de la ville, synagogue Remu. Cette synagogue a été fondée par Moïse Isserles, dit Remu, rabbin, philosophe et talmudiste, personnage bénéficiant d'un tel respect que pendant les célébrations, la place où il se tenait pour prier est laissée libre jusqu'à nos jours. Remu était rabbin de Cracovie et recteur de la yeshiva, école rabbinique locale. Il fut l'auteur de traités de religion et de philosophie, d'ouvrages scientifiques et mystiques. Son code de jurisprudence talmudique, intitulé Mappa, la nappe, fait autorité aujourd'hui encore parmi les juifs orthodoxes. D'ailleurs, nous avons vu son tombeau au cimetière. En 1335, Casimir fut peuplé par une importante communauté juive à partir du XVIe siècle jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, ce quartier est actif, surtout la nuit, avec les restaurants. Et en effet, le film La liste de Schindler a été filmé là-bas. Sur le sujet de l'Holocauste, le plus grand génocide de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est connue pour ses camps de concentration et d'extermination, dont Auschwitz-Birkenau. Il est situé sur le territoire des localités d'Auschwitz et de Birkenau, annexées au Reich après l'invasion de la Pologne. Ces camps sont dirigés par la SS. En 5e année, il y a eu au total 1,1 million de victimes, et qui représentent 1/6 des victimes de l'Holocauste. En raison de sa taille, Auschwitz est considéré comme le symbole du meurtre de masse par les nazis. Auschwitz I n'était pas suffisant, donc ils ont créé Auschwitz II qui était divisé en 3 parties d'une capacité de 100 000 détenus. Autant les détenus arrivaient au niveau de l'ancienne gare de marchandises et marchaient environ 1 km pour arriver à Birkenau, mais la voie fut prolongée en 1944 pour terminer son trajet à l'intérieur de Birkenau. Ces victimes furent assassinées dans ce qu'on appelle des chambres à gaz ou par des armes à feu. Les nazis cherchaient constamment des procédés d'extermination plus efficaces, c'est la mise en point de la solution finale. Au camp d'Auschwitz, ils expérimentèrent sur les prisonniers le zyklone B. Les pastilles de zyklone B se transformaient en gaz toxique au contact de l'air. Ce gaz se révéla être le produit de gazage le plus rapide et il fut choisi pour les meurtres de masse à Auschwitz. Au moment de l'apogée des déportations, on gaza jusqu'à 6000 juifs par jour à Auschwitz. Les détenteurs du pouvoir sur le Troisième Reich ont offert aux médecins une perspective extraordinairement attirante, unique jusqu'alors dans le monde. Au lieu de rats et de lapins, ils ont pu pour la première fois utiliser massivement des êtres humains et à des fins expérimentales. Les expériences médicales visaient à confirmer les dogmes racistes et idéologiques de la conception du monde nazi. Les plus cruelles furent celles de Joseph Mengele qu'il mena à Auschwitz. Il fait mettre les jumeaux dans des blocs à part, des baraques. Il les examine, les mesure, les tue pour disséquer leurs cadavres. Ces expériences n'apportent rien, ne débouchent sur rien, mais il continue dans une sorte de délire d'obsession. Son objectif est de faciliter la reproduction de soi-disant êtres supérieurs que seraient les Aryens, les Allemands. Treblinka, construit en 1941 pour servir de camp de travail forcé accusé de crimes par les troupes d'occupation, était situé à environ 80 km au nord-est de Varsovie, en Pologne. Des ordres stricts furent donnés pour que toute trace de l'existence de Treblinka soit effacée. Une ferme fut construite sur le site du camp et un garde ukrainien en prit l'exploitation. Comme dans tous les autres camps d'extermination, une procédure visant à convaincre les Juifs qui allaient être simplement déplacés fut mise en place à Treblinka. En 1942, l'extermination massive systématique dans des chambres à gaz fixes, avec du monoxyde de carbone généré par des moteurs diesel, commença dans les camps de Belzec, Sobibor et bien sûr Treblinka. Les victimes, tout juste déchargées des wagons à bestiaux, étaient informées qu'elles allaient être désinfectées dans des douches. Les gardes nazis et ukrainiens les insultaient ou les battaient souvent et leur donnaient l'ordre d'entrer dans les douches, les bras levés, afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent entrer dans les chambres à gaz. Plus l'entassement était grand, plus rapidement les victimes suffoquaient. Le palais de Wilanów et son parc, situé dans le quartier de Wilanów, arrondissement de Varsovie,
constitue un des sites culturels les plus importants de Pologne. Il a survécu aux partitions de la Pologne et aux guerres et a su préserver son intérêt historique. Il a été construit pour le roi de Pologne Jean III Sobieski dans le dernier quart du XVIIe siècle et plus tard agrandi par ses propriétaires successifs. L'université de Jagiellon. C'est la plus ancienne université de la Pologne et une des plus anciennes en Europe. Elle a été créée en 1364 par le roi polonais le Grand Casimir. Au temps de sa création, l'université se trouvait au centre du royaume polonais. Non seulement elle constitue un symbole de continuité de l'État polonais, mais aussi permet à Cracovie d'être classée parmi les centres éducatifs les plus importants dans le pays. Au XVe siècle, l'université a accueilli des élèves de l'Europe d'environ 20 nouveaux. Cette université a enseigné dans les domaines de la loi, des mathématiques et de l'astronomie. L'université fonctionne encore de nos jours et est de très grande importance et elle accueille aujourd'hui 41 828 élèves et 3 933 professeurs dans l'université. Les mines de sel de Wielska, en polonais Kopalnia Soli Wielska, sont des mines de sel situées à Wielska, près de Cracovie, en Pologne, et inscrites en 1978 sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le filon géologique de sel, GEM, de Wielska et Bochnia a été exploité continuellement depuis le XVIIIe siècle. Cette activité industrielle majeure, la plus ancienne d'Europe, disposait d'un statut royal. Le sel GEM est un véritable trésor pour la Pologne depuis près d'un millénaire. Vital pour tous les pays, il servait à conserver les aliments et à tanner les peaux. Rappelons-nous qu'en France, encore après la Révolution, une taxe appelée la gabelle était prélevée sur l'achat de sel, alors monopole royal. Il sera également un moyen de rémunération, d'où le nom salaire qui vient du latin salarium, ration de sel. Les mines de sel comprennent 9 niveaux et 300 km de galeries avec des œuvres d'art, des chapelles souterraines et des statues sculptées dans le sel, offrant un fascinant pèlerinage dans le passé. Aussi, elles sont gardées à une température de 14 degrés Celsius et les fissures dans les murs sont vérifiées ainsi que les composantes dans l'air pour éviter les explosions. Les mines étaient administrativement et techniquement gérées par la saline château de Wielska, qui date de la période médiévale, mais a été plusieurs fois reconstruite au cours de son histoire. La formation salifère est géologiquement constituée de strates évaporitiques du Miocène. L'exploitation minière a pris fin en 1996. La protection du patrimoine et le développement de l'activité touristique étant devenus incompatibles avec celle-ci. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la construction de ce gratte-ciel monumental n'a duré que 3 ans. Édifié selon les plans de l'architecte soviétique Lev Roudnev, le palais de la culture et de la science a été inauguré à l'été 1955. Son style architectural est caractéristique des gratte-ciels staliniens. Conçu pour exalter la supériorité du communisme, ce bâtiment au style éclectique s'inspire du baroque russe, du gothique et des buildings américains des années 1930 pour donner un style qualifié parfois de gothique stalinien. La construction mobilisa des ressources matérielles et humaines considérables. Entièrement financée par l'URSS, elle a été réalisée par 3500 ingénieurs et ouvriers soviétiques, dont 13 ont perdu la vie sur le chantier. À l'époque, il était le second gratte-ciel le plus haut d'Europe après l'université de Moscou. Il compte 3288 pièces réparties sur 42 étages. La terrasse au 30e étage offre un panorama imprenable sur Varsovie et nous l'avons vu. Depuis la chute du communisme, des voix se sont élevées en Pologne pour réclamer la destruction de ce symbole de l'oppression soviétique, puisque celui-ci qui a fait don au peuple polonais a les mains tachées de sang. Malgré des années de réflexion, le gouvernement polonais,
qui se sont succédés au pouvoir au cours des 20 dernières années ont choisi de conserver le bâtiment, une œuvre dont l'architecture est unique en Europe. Nicolas Copernic est un astronome polonais connu pour sa théorie astronomique selon laquelle le Soleil est au centre de l'univers, la Terre tournant autour de ce dernier. C'est un système que l'on appelle héliocentrisme. Il a étudié les arts libéraux durant 4 ans à l'université de Jagiellon, de Cracovie, sans obtenir un diplôme. Après qu'il quitte la Pologne pour étudier la loi et la médecine en Italie, il s'est beaucoup intéressé à la géographie et à l'astronomie. Et c'est de cette façon qu'il a pu découvrir l'héliocentrisme. Le principe majeur de la théorie de Copernic est que la Terre tourne autour de son axe en un jour et tourne autour du Soleil en un an. De plus, les théories prétendent que les planètes tournent autour du Soleil et que la Terre oscille comme une toupie lorsqu'elle tourne. Elle permet de classer autrement les planètes selon leur période de révolution. Dans l'univers de Copernic, contrairement à celui de Ptolémée, plus le rayon orbital d'une planète est grand, plus la planète met du temps à faire le tour du Soleil. Copernic a fourni beaucoup d'informations dans l'astronomie. C'est pour cela qu'à Varsovie, en Pologne, il y a eu la construction du centre Copernic qui nous permet d'apprendre et de se renseigner sur la théorie de Copernic, mais de façon assez particulière et différente et très intéressante. Le centre de sciences Copernicus a été construit en 2010. Cependant, l'idée pour une telle construction à Varsovie date de la fin des années 90, quand le pique-nique de la science et le festival de sciences sont devenus un succès énorme. En 2004, après qu'un accord avait été signé par le président de Varsovie, le ministre de la Recherche scientifique et le ministre de l'Éducation nationale, le projet de construction du centre a été lancé. Donc, comme vous l'avez vu, l'histoire de la Pologne peut vraiment être un exemple concret de la citation de Rabelais, parce que parfois la science peut être la cause de destruction et de génocide. Donc, nous vous verrons la prochaine fois, lundi prochain à 14h50, et cette fois-ci, nous allons à Berlin. Polska!